parlais de la puissance de lobby, c'est là qu'on y est en fait. On nous a fait croire que le plastique était hygiénique, mais sur le coronavirus, pour prendre que cet exemple-là qui nous occupe ces derniers mois quand même, il a été prouvé que le plastique est avec l'acier la surface sur laquelle le virus dure le plus longtemps. Donc, on peut se poser des questions quand même sur ce qui est véhiculé dans les idées reçues. Ce qui m'a plu chez Brune Poisson, ça a été son franc-parler. Elle a justement dit, et je la cite à la fin, au moment de la crise du Covid, dis donc, on avait réussi à faire sortir les lobbies par la grande porte, maintenant ils essaient de rentrer par la fenêtre. Elle a quand même dit dans un grand média. Et j'ai trouvé cette honnêteté assez remarquable. Nelly Pons a consacré presque 4 ans de sa vie, une vie de jeune maman, à faire une enquête magistrale sur le plastique. Le résultat est un livre de près de 400 pages que j'ai dévoré et que je vous recommande. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, il serait au programme de tous les lycéens. Grâce à Nelly, plus personne ne pourra dire, la prochaine fois qu'il jettera son masque ou un emballage de sandwich, « Ah bon ? Ah tiens ? Ah ok. Ah je savais pas. » Nelly est une empêcheuse de polluer en rond, tranquillou, emmitouflée dans nos habitudes. Que nous apprend-elle ? D'abord, que le recyclage est un mythe. Les poubelles jaunes ne sont qu'un magnifique paravent pour les bonnes consciences. La France, par la bouche de la ministre de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, Brune Poisson, a annoncé la courageuse interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2040. Je répète, vous avez bien entendu, 2040. La France prévoit aussi de, entre guillemets, tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, avec à peine 22% de plastique recyclé, la France est l'une des plus mauvaises élèves de l'Europe. L'Europe, quant à elle, s'est fixé un objectif plus réaliste, 55% de plastique recyclé. Mais actuellement, ni les technologies, ni la nature même des plastiques ne s'y prêtent vraiment à ce recyclage. Il faudra donc encore de gros efforts de recherche et de développement. Et pendant ce temps, tous nos déchets non recyclables partent finir leur vie sous d'autres cieux, notamment en Asie. Nelly a quand même un espoir, celui d'un accord mondial similaire à celui que nous avions trouvé pour régénérer la couche d'ozone menacée par les CFC. Mais d'ici là, il va peut-être falloir que chacun, chacune, songe à se prendre en main. Peut-être. Océan plastique. Que faire ? Comment faire ? Chapitre final. C'est parti. Salut Nelly. Salut Marc. Il y a quand même des aspects dont j'avais envie de parler. Et j'aimerais que tu parles des décharges. Alors, il y a un sous-chapitre qui s'appelle « Décharge ou incinération, ploum 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 ». Il y a écrit « ploum 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 ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis amusée avec mes titres, donc je suis ravie qu'ils te plaisent. Ah, j'adore tes titres. En fait, entre la peste et le choléra, on choisit quoi ? Parce que moi, tu sais, je suis une néophyte sur ce sujet, comme tu pourrais l'être aujourd'hui, sauf que j'ai décidé de me le coltiner. Et je me le suis coltiné pendant 3 ans. Et à chaque fois, je suis arrivée sur des eaux, dire mais en fait, il y a des moments où je me suis dit mais il n'y a pas de solution. Parce que les décharges posent un certain nombre de problèmes qui sont évidents, mais l'incinération aussi. C'est-à-dire qu'on va croire que parce qu'on réduit la masse et le volume des déchets, ça y est, comme par magie. Sauf que non. On peut arriver avec l'incinération à faire de déchets non toxiques des déchets toxiques. Parmi ces nombreuses personnes que tu as rencontrées pour écrire ce livre, il y a Baptiste Mont-Saint-Jean, le créateur de Watch the Waste, et l'auteur d'Homo Detritus. J'aime beaucoup le nom de son livre aussi. Et le titre de la partie de l'interview que tu fais avec lui est « Faire monde avec nos restes ». Que t'a expliqué Baptiste ?
Je suis allée le chercher, Baptiste, parce qu'il avait une approche justement intéressante. Bon, lui est très anti-zéro déchet, moi je suis beaucoup plus nuancée. En tout cas, ce qu'il nous raconte d'intéressant, c'est de dire, à une époque, il existait les chiffonniers. C'est-à-dire que la notion de déchet était une notion de matière qui était récupérée, pétrie, revendue, retransformée. Et son invitation, c'est d'arrêter de vouloir fermer un couvercle, mettre des gants blancs et être le parfait éco-citoyen qui met dans la bonne poubelle, mais de, au contraire, ouvrir les poubelles, regarder ce qu'il y a dedans, se dire ok, voilà, maintenant réellement on en est là, et maintenant de là on fait quoi avec toute cette matière? Et ensuite, faire comme on fait finalement, comme font les écosystèmes naturels, ils la retransforment, la matière. Attention, le plastique a quand même des propriétés qui rendent cette chose-là difficile. Mais l'esprit est là, en fait, c'est de dire arrêtons de cacher, travaillons avec. Alors j'ai appris plein de mots en lisant ce livre, et toujours dans cette idée, dans ce chapitre de recycler, il y a écrit le mot plasphalt. Donc plastic to road, et donc c'est une manière en fait de recycler, si j'ose dire, le plastique, je ne sais pas si elle est bonne, en faisant des routes. Est-ce que tu peux me parler de cette idée? Oui, parmi tout ce que font les startups, et je veux pas leur jeter la pierre parce qu'il y a des idées géniales et puis elles ont envie de trouver des solutions, mais il y a souvent des fausses bonnes idées. C'est qu'on va prendre du plastique, on va prendre des déchets, comme on sait pas quoi en faire, on va en faire des maisons, on va en faire du goudron, on va en faire plein de choses. Et les scientifiques ont commencé à plancher sur le sujet, se sont dit, mais on participe à le réintroduire dans l'environnement. 2, quand le plastique il chauffe, ça c'est une propriété spéciale de ce matériau, donc avec le soleil, il y a des émanations toxiques. Donc pour plein de raisons, et là je renvoie au livre encore une fois si on veut en savoir plus, on a tendance à aller vers des fausses bonnes solutions qui réintroduisent le plastique différemment dans l'environnement, qui font que repousser le problème, voire déplacer des pollutions. Effectivement, j'essaie de prendre un peu de hauteur par rapport à ce chapitre. Ce chapitre recyclé, il y a 3 parties importantes. La première question que tu t'es posée, c'est est-ce que le plastique est recyclable? Et tu constates que, en fait, non, pas trop. Apparemment, 2% du plastique serait recyclable, c'est le chiffre que tu avances dans cette partie. La deuxième idée force, la deuxième idée importante que j'ai trouvée dans ce chapitre sur recycler, c'est le sont-ils? Ou décycler. Alors, entre parenthèses, ça veut dire quoi, décycler? Par rapport à recycler. Ce qu'on appelle recyclage, quelque chose qui ne l'est pas. En anglais, il y a un terme qui s'appelle le downcycling, qui est le décyclage. Quand on fait d'une bouteille une polaire, on ne recycle pas, on décycle. Recycler, c'est la boucle idéale d'un produit. Je vais faire le même produit. Et encore, même quand on sait faire une bouteille en plastique, on va utiliser uniquement 30% de plastique recyclé pour 70% de plastique vierge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux. Le plastique se dégrade dans le processus de recyclage et de toute façon, on ne peut pas faire une bouteille. On ne sait pas faire. Effectivement, recycler, qui est le truc qui vient à l'idée de tout le monde. Oui. Voilà, c'est ça qui est un peu démonté là-dedans, et pas pour le plaisir de démonter. Ah non, au contraire, j'aurais adoré que ça fonctionne, et le gouvernement a quand même donné un objectif de 100% de recyclage des plastiques. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et tout ça est conclu par le fameux 100% recyclage. On voit qu'il n'est pas très possible, et en gros, on voit avec toi qu'il n'est pas plus souhaitable finalement que ça. Donc j'en viens à une partie où tu dis que finalement, il vaut mieux prévenir que détruire. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'il y a un plastique du futur qui est envisageable, qui fonctionnera mieux, qui sera mieux recyclable que l'actuel? Moi, j'y crois, j'ai confiance dans notre capacité à innover, à condition qu'on se donne un cahier des charges sérieux et une méthodologie sérieuse. Et là, j'ai un petit peu moins confiance dans notre capacité à le faire, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment vu d'autres exemples qui nous montrent qu'on sait faire. Oui, il y a un vrai enjeu sur cette matière. Il y a un vrai enjeu parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des secteurs dans lesquels il va être difficile de s'en passer. Donc la question c'est qu'on a créé une matière en se disant qu'il y avait des externalités négatives. Une matière et toute une économie qui est basée sur des externalités négatives. On fait quelque chose, il y a une externalité, bah oui c'est normal. Mais est-ce que cette notion, elle doit continuer? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas s'inspirer de pratiques comme la permaculture ou comme oui, de se dire, mais finalement, on sait faire. Un permaculteur, il sait prendre une terre et la rendre à ses enfants meilleure que quand il l'a reçue. Et moi, je crois que tout ce que l'on doit aborder à partir d'aujourd'hui doit aller dans cette direction-là. C'est-à-dire un matériau qui ne va pas aller le prélever sur des ressources non renouvelables, un cahier des charges.
Alors là, forcément, on a envie de te poser des questions sur le bioplastique, qui est fabriqué à partir d'amidon ou de cellulose. Que penser de ces sacs biodégradables? Pour répondre à ces questions, tu as rencontré Nathalie Gontard. Qui est-elle? Que t'a-t-elle expliqué? Nathalie Gontard est une chercheuse de l'INRA qui travaille depuis 40 ans dans les emballages alimentaires et qui raconte exactement ce que je dis sur le recyclage et qui, elle, s'est passionnée pour les bioplastiques et qui finit par raconter exactement ce que je dis aussi, de toute façon que je tire des scientifiques que je n'invente pas. On a un vrai problème avec les bioplastiques dans les représentations. À partir du moment où on a mis bio, on croit que ça y est, on est arrivé, quoi. C'est écolo, c'est vert, c'est génial. Non, ça s'appelle du greenwashing. En gros, qu'est-ce qu'un bioplastique? C'est un plastique qui est soit biosourcé, soit biodégradable, soit les deux. C'est une grande famille un peu fourre-tout. À partir du moment où on va faire avec de l'amidon de maïs, on se dit bingo. On est bon. On a découplé du pétrole. Sauf que, en fait, une fois qu'on a fait la transformation chimique, qu'on est arrivé aux polymères, aux additifs, quelle que soit l'origine, quelle que soit la matière première que l'on utilise, la propriété finale du matériau sera la même. Il ne se biodégradera pas dans l'environnement. Des chercheurs anglais ont démontré que ces fameux sacs soi-disant biodégradables, au bout de 2 à 3 ans dans les sols, pouvaient encore porter des courses. Donc là, en fait, on a affaire à des labels qui nous racontent que ces plastiques, ils sont compostables en conditions industrielles uniquement, sauf qu'il n'y a pas les filières pour les récolter. Donc en gros, il faut que j'arrête de mettre ces fameux sacs dans mon compost? Bah, ils se dégradent ou pas dans ton compost? Je t'avoue que moi, je mets mes déchets organiques chez un ami et... demande-lui ce qui se passe après. Et je ne suis pas, mais... J'ose pas lui dire que je mets les sacs, les sacs en amidon. Il va me dire qu'il faut pas faire. Le seul label, c'est le OK Compost Home. Celui-là serait compostable en conditions ménagères. C'est celui qu'il y a sur les étals de fruits dans les supermarchés ou pas? Il faut qu'il ait le label dessus. Il y a une norme qui est écrite, je donne le numéro dans mon livre, je la connais pas par cœur. C'est quoi? C'est OK Compost Home. Parce que le OK Compost tout seul, c'est uniquement des conditions industrielles. Et tous ceux qui ont aucun label, autant vous dire que laissez tomber, parce que ces bioplastiques-là ne se dégradent pas en conditions naturelles. D'accord. Je dis pas que c'est pas une piste de solution. Je dis qu'on n'y est pas et qu'on communique mal sur le sujet. Ma chère Nelly, j'ai vu écrit dans ton livre, je n'ai pas noté la page, le mot espoir. Et il y a même un S à la fin d'espoir. Et il y a, donc, j'ai, moi-même, sur mon petit doc de prépa, j'ai noté espoir, PHA et vitrimaire. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a matière à se réjouir. Il y a plein d'espoir. J'ai pas super envie de rentrer dans la technique de ces PHA et vitrimaires. En gros, la recherche, elle est en cours. Oui, on est en train d'avoir des pistes sérieuses de matière qui sera potentiellement biodégradable. Nathalie Gontard travaille même sur quelque chose qui est profondément intelligent, c'est du déchet sourcé, c'est-à-dire qu'on va prendre une matière première issue d'une autre industrie pour faire du plastique et pas prélever. Parce qu'on a un problème avec les bioplastiques, c'est que si on se met à transformer 380 millions de tonnes par an à partir de terres arables, on a quand même un souci. On est dans des volumes de production tels que si on fait du plastique avec du maïs, on a un vrai problème. Alimentaire, je veux dire. On a un problème social, on a un problème de pesticides, on a un problème d'usage de l'eau. Attention à ce qu'on fait. On parle de volumes de production qui sont colossaux. D'où le problème des bioplastiques. Donc, Nathalie Gontard, elle a ce propos et dans ses recherches, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'elle s'intéresse à la notion de déchets sourcés. On va aller chercher en dehors des terres arables. On va aller chercher le déchet, par exemple, je sais pas moi, des peaux de bananes dont on fait rien et on va essayer de faire du plastique avec. Mais on va pas aller produire, attention, des bananes pour faire du plastique. Voilà. Donc, quand je parle d'espoir dans le livre, c'est qu'il y a des pistes au niveau de la recherche qui existent. Et à la fin du livre, je parle d'un exemple qui a été au niveau de la couche d'ozone dans les années 80. Pour la première fois, l'humanité était confrontée à une problématique environnementale majeure, le trou dans la couche d'ozone, qui pouvait remettre en question sa propre survie. Et en un rien de temps, des dizaines et centaines de pays ont su se mettre d'accord sur un protocole qui a ciblé l'origine du mal, qui s'est donné un cahier des charges très précis, et même si on n'est pas totalement sorti de l'affaire, on est dans un exemple qui donne beaucoup d'espoir. Mais il faut faire pareil avec les plastiques. Il faut se réunir au niveau international et se donner un cahier des charges et une méthodologie précise. Et là, il y a de l'espoir. Ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus. Il y a une petite partie de ton livre qui s'intitule Petite histoire de l'ozone. On sait faire quand on veut.
Oui, ben c'est exactement ce que je viens de dire. Donc là, j'ai interviewé la présidente de ce groupe de travail qui continue de surveiller la couche d'ozone et qui était là dès les années 80. Donc je suis allée lui dire, bon ben voilà, vous avez réussi à faire ça. Est-ce que c'est transposable au plastique? Parce que Rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent, en c'était fait, quoi cette ils ont histoire d'ozone? signé le problème de la couche d'ozone, c'était lié à des gaz qui étaient utilisés notamment par exemple dans les frigos ou dans tous les systèmes de refroidissement. Et dans les déodorants. Et dans les déodorants, Pour ceux voilà, qui se dans déodorisent. de multiples usages, ils se sont rendus compte que certains de ces gaz, dont j'ai mangé le nom technique... CFC. bravo. Chlorofluorocarbone. Ah, attends, tu parles à un mec qui a vu tous les épisodes d'Albator, quand même. Bravo. Donc les CFC causaient des trous dans la couche d'ozone. Et ça menaçait quand même gravement toute la manière dont le vivant est organisé sur Terre actuellement. Ils ont signé assez rapidement un protocole, c'est à Montréal, donc le protocole de Montréal dans les années 80, qui une fois qu'ils ont identifié ces gaz, a interdit tout simplement la production. Et ils ont trouvé des substituts. Et l'ozone s'est reconstitué, et l'ozone, c'est cette couche qui nous empêche de griller à cause des mauvais UV du soleil. C'est pas rien quand même. Voilà, en effet. J'ai envie de te dire que bon, tu cites cet exemple, mais évidemment, ce n'est pas la même ampleur. Mais ça montre juste que quand on veut, on peut. Ça montre que quand on veut, on peut. Et l'ampleur, elle est, de mon point de vue, relativement similaire parce que c'est quand même la première fois que notre survie était engagée par notre industrie. Pour moi, c'est le premier exemple que j'ai trouvé de la conscience du fait que nos activités peuvent questionner notre survie à long terme. Donc pour moi, là, on est dans quelque chose de similaire. On se rapproche de la fin de l'émission. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais je vais pas tomber dans mon défaut habituel qui est de vouloir tout dire absolument. Je renvoie évidemment vers ton livre. Dans la lignée de ce qu'on vient de dire sur cette histoire on a su trouver une solution pour l'ozone. Tu appelles de tes vœux une sorte d'accord de Paris qui concernerait le plastique. Je le dis en d'autres termes, il faudrait que on s'attaque à ce problème, et tu l'as dit dès le premier épisode, de manière mondiale, de manière coordonnée. Oui. Est-ce que tu peux préciser ça? La pollution n'a pas de frontières. Les solutions n'en auront pas non plus. On l'a vu que on met une poubelle jaune ici, ça peut se retrouver à l'autre bout de la planète. On a vu que les microplastiques et les déchets naviguaient dans l'océan, traversaient les frontières. On est imbriqué en fait sur ce sujet-là. Donc même si un pays devient un modèle parfait, trouve plein de solutions, on n'aura résolu qu'une micro-partie du problème. Donc effectivement, c'est un problème planétaire qui doit être considéré de manière mondiale, avec les organismes mondiaux et les structurations que l'on connaît aujourd'hui et que l'on applique sur d'autres thèmes comme les changements climatiques par exemple. Sauf que c'est pas fait. Sauf que c'est le cadet de nos soucis. Déjà, on voit que le GIEC, il y en a plein qui, en gros, semblent ne pas trop s'en soucier de ce que fait le GIEC sur le climat. Donc voilà, pour le plastique, on se doute que ça va être un peu difficile à mettre en place. Je rappelle quelques faits que tu évoques dans ce livre. Tu dis que malgré tout, 127 pays en 2018 ont pris ce problème du plastique à bras-le-corps, et que le plus vertueux en la matière serait le Costa Rica. En tout cas, c'est celui qui se donne les plus grandes ambitions. Je voudrais que tu me dises pourquoi le Costa Rica, enfin, qu'est-ce que fait le Costa Rica qui le hisse à cette première place en matière de vertu? Eh ben, tout simplement parce qu'il se donnerait l'ambition d'être un pays zéro plastique. Ce qui est pas, on parle pas juste du sac plastique interdit. Là, on parle vraiment d'approcher le matériau dans son ensemble. C'est-à-dire que le Costa Rica fait tout ce que tu as recensé comme mesure, le pollueur-payeur, le principe du pollueur-payeur a renforcé l'arrêt de tout ce qui est plastique d'emballage, jetable, etc. Ils font ça? Il prévoit de mettre en place tout ce qu'on peut faire effectivement à l'échelle d'une commune, d'une ville, d'un pays, développer le vrac, réduire au maximum les emballages, remettre au goût du jour la consigne. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour supprimer le premier étage, on va dire, des plastiques. S'affranchir des lobbies, je vois qu'ils sont hyper puissants. Les lobbies de la plasturgie, on n'entend pas trop parler d'eux, hein, c'est pas comme les chasseurs ou d'autres plus connus. Pourtant, on a entendu parler d'eux au mois de mai dernier quand ils ont largement communiqué sur le fait que le plastique sauvait des vies grâce aux masques et autres protocoles sanitaires liés à la crise du Covid. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal au cœur. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis assez vite passé aux masques lavables, réutilisables. J'en ai un devant moi que je suis en train de te montrer, qui doit être quand même fait en plastique, mais... J'osais pas te le dire. Oui, mais... Alors, je me demande juste combien de fibres il perd à chaque lavage, mais... Donne-moi... Enfin, bon, d'accord, ok, bon, j'ai fait un mauvais esprit, c'est bien, il est lavable. C'est bien. Cela dit, bon, bref, j'allais contre-attaquer sur ton masque à toi, qui m'a tout l'air d'être un masque jetable. Ah non, il est en tissu. Ah bon, d'accord, alors pardon.
J'avais vu un truc Mais bleu. bon, Ah oui, c'est vrai. le coton, oui, ça pose c'est ce que j'appelle les masques sloggy. On dirait une petite culotte sloggy. C'est ça. Fred, si tu me regardes, j'ai un copain qui en met à chaque fois. Je suis un peu mort de rire. Bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai vu chez des amis récemment, qu'ils lavaient en machine tous leurs masques jetables, tu sais, bleu là, classique, Oui. qu'il y a partout, et c'est tout à fait possible. Oui, ça a été dit. Il me semble Ça que sert à rien de les jeter, en c'est fait. 30 millions de consommateurs, il me semble, qui a fait toutes les études là-dessus et qui a dit qu'il était tout à fait possible de le laver jusqu'à, je sais plus, 10 ou 20 fois, j'ai plus le chiffre en tête. Tu l'as pressenti au premier épisode, quand les auditeuristes nous écouteront, ce qu'on est en train de dire aura la force de l'évidence. Mais là, aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui achètent des boîtes de masques et qui les jettent au fur et à mesure, alors que ces masques sont parfaitement lavables. J'insiste pas, quand on sera écouté, ça sera encore évident. Alors, excuse-moi, je rebondis là-dessus parce que tu parlais de la puissance de lobby, c'est là qu'on y est en fait. On nous a fait croire que le plastique était hygiénique, mais sur le coronavirus, pour prendre que cet exemple-là qui nous occupe ces derniers mois quand même, il a été prouvé que le plastique est avec l'acier la surface sur laquelle le virus dure le plus longtemps. Donc, on peut se poser des questions quand même sur ce qui est véhiculé dans les idées reçues. Pour moi, on est en plein dans une idée reçue. Il a été démontré que les masques en tissu lavables, réutilisables, pas ceux qu'on se fait à la maison nécessairement, mais il y a des protocoles au niveau industriel qui sont mis en place. Et je cite une étude dans mon livre, ils étaient arrivés à des niveaux de performance qui étaient équivalents aux masques jetables. Là, on parle des années 70, on parle même pas de la crise Covid. Mais le plastique est arrivé dans toutes nos vies. On parle de la 7e industrie européenne, c'est l'équivalent de l'industrie pharmaceutique au niveau de la puissance. J'avais envie de te faire réagir sur Brune Poirson, que tu cites en des termes assez flatteurs, mais j'ai peut-être pas lu tous les paragraphes. Moi, j'étais choqué, comme tout le monde, quand j'ai appris que la France, vaillamment, avait prévu que l'interdiction définitive des plastiques serait prononcée en 2040. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, tu me regardes avec un grand sourire. Oui, je rigole parce que ce qui m'a plu chez Brune Poirson, ça a été son franc-parler. Elle a justement dit, et je la cite à la fin, au moment de la crise du Covid, dis donc, on avait réussi à faire sortir les lobbies par la grande porte, maintenant ils essaient de rentrer par la fenêtre. Elle a quand même dit dans un grand média. Et j'ai trouvé cette honnêteté assez remarquable. Bon, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle est clairement discutable. C'est elle qui annonce le 100% recyclage des plastiques, alors que de toute façon, en l'état actuel des choses, c'est strictement impossible, et que le lobby va pousser pour tordre encore un peu la définition du recyclage, qui est déjà quand même bien tordue pour que ça puisse rentrer. Donc non, je ne fais pas des éloges. On est dans des avancées, on est dans une volonté d'agir, on est dans une conscience du problème. En revanche, et c'est ce qu'on disait au tout début du premier épisode, je crois, de ton podcast, c'est qu'on va systématiquement vers des solutions technologiques. Pourquoi ? Parce qu'elles arrangent l'économie, elles arrangent l'industriel, alors qu'il y a vraiment plein d'autres choses à réfléchir et à faire en amont. Ok, Nelly, on arrive à la fin de cette émission. Il y a 1000 aspects que j'ai pas voulu aborder parce que sinon ça ferait, un pudding d'une densité imbouffable. Mais il me semble qu'on a quand même passé en revue la plupart des points. Est-ce que il y en a un que j'ai oublié, quelque chose sur lequel tu voudrais mettre l'accent au crépuscule de cet épisode ? Je te remercie déjà pour cette tribune parce qu'elle est vraiment importante. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas que la technicité du sujet, tous les chiffres, tout le catastrophisme nous empêche de voir que on parle là d'un sujet environnement, on parle d'un sujet société, on parle de nos modes de vie, on parle de nous. Moi, c'est ce qui m'a passionné avec le plastique. On parle biodiversité et j'invite les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus à se connecter à ce que ça nous raconte de notre société. Et moi, je termine un petit peu le livre comme ça et c'est ce qui compte, c'est que, encore une fois, c'est notre rapport au monde, c'est notre façon de nous percevoir en interaction avec ce monde-là qui va nous aider à sortir des crises environnementales qu'on connaît actuellement, que ce soit la crise de la biodiversité, de la pollution plastique ou des changements climatiques. Il y a des vraies questions à se poser. Il faut pas se noyer dans des détails techniques des sujets. Il faut vraiment essayer de comprendre ce qui nous raconte réellement de là où on en est. Mais qu'on sache là où on veut aller surtout maintenant. Et puis de manière évidente, ne pas être que, c'est la fameuse phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde. Donc ça commence par chacun de nous. Ça commence par chacun de nous et en dehors de toute culpabilisation, parce que c'est pas facile d'être un citoyen engagé aujourd'hui. Et nous, c'est aussi une carte bleue qui est le socle du monde économique et c'est une carte électorale qui est le socle du monde politique. Et c'est ce triptyque-là qui fera les sorties de crise. C'est pas le citoyen seul ou le politique seul ou l'industriel seul. Moi, je crois que c'est tous ensemble ou pas.
Notre épisode est déjà très obèse, mais tu es ce que j'appelle une bonne cliente et je vais te poser la question que j'ai pas posée depuis assez longtemps à mes invités, la question traditionnelle. On a fini avec le plastique. Je voudrais juste que tu me donnes ton interprétation du titre du podcast Baleine sous gravillon. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais tu m'as l'air d'une poésie infinie. Avec c'était ce lancement très traître. Alors, je vais pas te faire l'anguille sous roche. Moi, j'ai envie de dire la poudre aux yeux, quoi. Tout ce qu'on vient de dire, on nous vend du pseudo-rêve et des pseudo-solutions alors que dessous se cache une baleine de bon sens. Forcément, tu y as réfléchi avant pour me pondre un truc pareil. Alors, je pensais pas en ces termes-là, mais j'y avais réfléchi et au début, j'ai pensé à la sardine qui bouchait le port de Marseille. Je me suis dit, rien à voir. Non, rien à voir. Bon, très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup, Nelly. J'aurai le plaisir de venir te rendre visite, ainsi qu'à Antoine et à Axel, Oui. Ta famille. Ben, sois le bienvenu. Dans cette vallée j'ai oublié le nom, mais Droby et Baume-Droby. Baume-Droby, pas très loin de chez Pierre Rabhi, qui habite lui près des Vences. Enfin bref, voilà, dans cette impatience, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré. Je te remercie beaucoup d'avoir écrit ce livre, qui, je le redis avec un peu de sérieux, est une somme, mais pas une somme chiante. C'est vraiment d'utilité publique. J'espère que tu iras le présenter dans des collèges, dans des lycées. Je te souhaite un grand destin, plus qu'un destin en fait. Je pense qu'il faut que tu le fasses. Et voilà, enfin que les gens s'en emparent, si ce n'est déjà fait. Donc je te fais un gros bisou à travers cette table. Et maintenant, on va pouvoir aller boire une petite bière. Salut Nelly. Salut Marc, merci pour tout. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditorices de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee. Je refuse de faire de la pub pour préserver